très belle tablée qui est là jusqu'à 18h. Il y a Fred Courant. Bonjour Fred. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. Ça fait très plaisir de t'avoir ici. Ça me fait encore plus bizarre de te tutoyer, vois-tu. Pourquoi donc ? Mais je sais pas, écoute, tu étais dans ma télé pendant très longtemps. Et tu tutoyais pas à l'époque ? Je ne tutoyais pas ma télé, non. pas plus que ça, a priori. Tu étais donc présentateur, animateur de C'est pas sorcier avec Jamie Gourmaud, Sabine, dont j'ai oublié le nom de famille. La petite voix, Sabine Quindou. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose il y a pas longtemps. J'ai une connaissance qui était sur le plateau de C'est pas sorcier. Alors, je sais plus qui, s'il était dans cette salle ou pas, je ne sais plus très bien qui c'est, mais il y a eu cette personne. Là, c'était François Descraques. François Descraques qui était sur un plateau de C'est pas sorcier une fois et qui était très déçu de voir qu'en fait, le camion tel qu'on le voit, le décor intérieur... Attention à ce qu'on dit. Hein. On va pas raconter que le Père Noël n'existe pas devant tout le monde. Hein. Bon, je voulais dire que c'était un vrai camion. Non, mais il nous arrivait effectivement, comme on est des écolos de la première heure, on fait des économies d'énergie. Bien sûr. Donc il nous arrivait de poster l'arrière du camion dans un studio et de tout tourner à l'intérieur. D'accord. Merde. Bon bah je me casse. Ça. Au revoir Adrien. Sacré. Alors a priori c'est bon au niveau du flux et on va continuer comme ça. Je vais voir pour assister, voir où se trouve le décalage. En tout cas, ça fait très plaisir que vous soyez tous ici. C'est une superbe tablée donc avec Mimi, Marion Montaigne, Bruce, Adrien Méniel et Patrick Beau. Et en fait, demi-fesse. vous avez tous un point en C'est très commun. compliqué. Ça va ? Vous vous mettez bien ? Salut. Ça va ? On vous voit bien. Ok. Peut-être une autre chaise pour Marion Montaigne. Non, ça va. Ça va. Ou sur les genoux Je suis la femme de la table. d'Adrien Méniel. Vous avez tous, je veux dire, un point en commun, c'est que vous avez tous au moins 2 doigts dans la science. Et je voulais savoir comment est-ce que vous y êtes arrivés. Moi non, j'étais là pour Moi pas tant. du monde. Je fais des blagues. Alors ceux qui ont 2 mains dans la science, comment est-ce que vous êtes arrivés dedans ? On peut peut-être commencer par toi, Fred. Par hasard. C'est-à-dire Moi je suis journaliste et un jour on nous a demandé sur France 3 d'écrire une émission scientifique avec Jamie. Donc on est allé dans un resto, on s'est posé autour d'une table, on a bu 2-3 petits coups, on a écrit un concept d'émission sur un coin de nappe comme ça. Et puis on l'a expérimenté, on les a fabriqués ensemble. Toutes les premières émissions on avait une toute petite équipe. Et puis par hasard on s'est retrouvés dans la science et ça nous a passionnés parce qu'on était les premiers à découvrir plein de choses qu'on ne comprenait pas. Donc là on était obligés de comprendre les choses pour les raconter aux gens, c'était super. On s'est jamais ennuyé. Donc c'est l'alcool qui mène à la science. Un petit coup de rouge, j'ai dit. Le mythe qui s'effondre, quoi. On nous a demandé de faire de la science, on nous aurait demandé de faire du foot, on aurait fait 20 Non, pas. Ah si, il y a une façon sympa de faire du foot aussi. Ça a été fait d'ailleurs. C'était en quelle année ? 93. T'étais pas né. Si, monsieur Rose. T'étais pas vieille. J'avais catéchisme, j'avais pas le droit de regarder. Bruce, comment ça s'est passé pour toi ? Quoi, la science ? Ouais. Je sais pas, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit en fait. Moi, c'est quand j'étais. Comment ? Quand j'étais gamin, je sais pas, j'avais besoin de comprendre les trucs. Je sais pas si, à mon avis, je devais développer un début d'Asperger. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'avais besoin de comprendre les trucs pour me les approprier. Et donc du coup, j'étais pourquoi. Et le fait est qu'en science, quand on dit pourquoi, il peut y avoir des réponses qui apportent d'autres pourquoi. Et donc c'est cool, quoi. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Marion, comment ça s'était passé pour toi, ta première rencontre avec la science ? Je sais plus. Mais moi, je pense que c'est parce que contrairement à tous mes cours de catéchisme, je trouvais ça plus cohérent. Donc je me suis dit que c'était cool, que c'était plus cool. Plus sympa. Ouais, c'est un peu tôt pour lancer les trucs là. C'est un Je peu pouvais tôt pas pour regarder lancer. la télé, moi, j'avais cours de Parce que caté. t'étais le genre à poser des questions à ta prof de catéchisme et elle préférait ne répondait pas pas. répondre. Ouais. Elle me répondait Ouais. pas, elle dit demande à Dieu et je n'ai Voilà. pas de réponse. Non, c'est la curiosité, comme beaucoup, avec la possibilité au moins de trouver des réponses si on cherche un peu. Ouais. Puis c'est sans fin, puis ça continue sans cesse, aujourd'hui encore, et ça finira jamais. C'est que le début, d'accord. Mais sans C'est aller passé au juste à caté, côté de la blague, ça va. j'ai essayé de poser la question souvent à Jamie pour lui dire mais attends, explique-moi un truc. On a fait plusieurs émissions sur les religions, mais on a laissé tomber la question quand même. Je lui ai dit mais explique-moi quand même comment Marie peut avoir... Et il m'a dit arrête, ne me pose pas cette question. Ah, il y a eu un cas c'est comme facile. ça. C'était la réponse? Oui, c'est facile en fait. Ce qui se passe, il suffit de savoir que ça fait que 160 ans que officiellement Marie était vierge. Ah, c'est vrai. Avant, Ça a été inventé. personne ne pensait. Enfin, Voilà. je sais pas si ça a été inventé ou pas, mais en tout cas, ça fait que 160 ans que c'est officiel. L'histoire a été réécrite au fil du temps. C'est pas une histoire de traduction que en fait il y a le mot qui veut dire vierge, qui veut dire jeune fille. qui est Alors, le même. ce qui se passe, c'est qu'il y a C'est encore pas dans il y a un encore autre Tarantino chose qui qu'ils se passe, c'est que expliquent la naissance de Jésus est censée avoir été prophétisée dans le livre, je crois, d'Isaïe, dans lequel il est dit que la femme vierge, donc d'un descendant de David, enfantera le Messie. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la généalogie au début du Nouveau Testament, on fait la généalogie de Joseph et pas de Jésus. Parce que il faut que Joseph soit le descendant de David. Sauf que ce qui se passe, c'est que la femme vierge, ça venait du grec parthénos,
qui était donc la traduction de l'araméen Baal, sauf que Baal en araméen ça veut dire jeune vierge ou jeune épouse, simplement. Voilà. Donc c'est une erreur de traduction. Sans doute. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup comme ça par rapport au limbe. L'idée que si un enfant meurt avant d'avoir été baptisé, il se retrouve aéré dans les limbes pour l'éternité. Et il se trouve qu'il y a quelques années de ça, le Vatican a décidé de plancher sur le sujet et ils ont décidé que finalement c'était pas vrai ça. Donc pendant des siècles, on imaginait des âmes de bébés errer dans les limbes, et puis là ils ont fini par dire non, finalement c'était pas ça, on va oublier ça. Donc c'est comme si on avait tout un petit royaume imaginaire qu'on modifiait au fur et à mesure. Et puis ils sont où du coup? Ailleurs, ils s'amusent probablement, ils font des trucs, ils jouent à Minecraft. Mais les a fermés, je crois, les limbes. Il y a eu cette réunion au Vatican, ils ont dit donc on arrête ça. C'est facile de retaper tout comme on veut. On peut les rouvrir si on veut. De toute façon, en fait, ce qui se passe, c'est que alors là, pour le coup, je veux pas lancer le débat là-dessus non plus, mais il y a eu un sujet qui a posé problème, c'était une bulle papale. Qui date, je crois, qui doit être à peu près de la même époque que la virginité de Marie, qui a été la bulle de l'infaillibilité pontificale. Qui dit qu'à partir de maintenant, tout ce que dit un pape, ça ne peut être que vrai. Ce qui est en fait, c'est le paradoxe du menteur. C'est un truc qui n'est pas possible. Ça n'a aucune viabilité logique, ce truc-là. Donc, dès lors qu'ils ont signé ce truc-là, tu te dis, non les gars, c'est mort. Ouais. Puis ça fait un peu le truc de quelqu'un qui a pas confiance en lui, quoi. Qui a pas confiance en son truc, quoi. Ouais. Au fait, t'es obligé de dire non, mais celui qui pense que j'ai tort est excommunié et brûlera en enfer. Ouais. Super. Ce qui est pas très très gentil. Et toi, Adrien, comment t'as aimé la science alors? Non, mais moi j'étais là parce que les gens qui devaient être à table normalement étaient en retard et j'étais là pour. Non, mais il est trop modeste pour le dire, mais Adrien a sa chronique mensuelle dans Science et Vie Junior quand même. Oui, c'est vrai. Mais je parle. Oui, c'est vrai. Tu parles aussi de science. Je fais un script de bande dessinée dans Science et Vie Junior tous les mois. Ouais. Mais voilà, je fais ça parce qu'on m'a demandé. Parce que je sais pas si c'est du flan ou pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est pour ça que je disais qu'on avait partagé les pages du dernier. Oui. Bruce aussi, le dernier. Oui, voilà, oui, exact. Donc voilà. Donc ça m'intéresse parce que je suis curieux et quand on cherche des réponses à ces questions, on finit par s'aventurer dans le terme de la science, forcément. Mais voilà, je suis pas du niveau d'autres personnes à cette table, quoi. Par exemple, Patrick. Non, pas du tout. Alors, Patrick, tu l'avais passé, mon Dieu. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la genèse et l'évolution de C'est pas sorcier. Comment ça a créé et surtout comment est-ce que ça a évolué? Comment est-ce que vous l'avez créé et sur quoi est-ce que vous êtes revenu progressivement pour améliorer l'émission pendant 20 ans, quoi. Au début, c'était une camionnette. C'est une camion qui fume. On faisait des burgers. Et puis... En fait, elle a pas tellement bougé l'émission pendant 20 ans. Si à la fin, on a changé un petit peu parce qu'il fallait moderniser la réalisation, etc. Mais je pense que les gens attendaient tout le temps cette espèce de rythme, ce tempo, la découverte à l'extérieur, les explications avec les maquettes, un peu de découverte aussi avec la petite voix. Donc ça marchait bien parce qu'on s'est livré à des études. Enfin, c'est pas nous qui les avons payées, mais la chaîne, les dernières années, avait payé des études qualitatives, comme ils disent, qui doivent coûter très très cher. Et ces études révélaient qu'en fait, au bout de 18 ans d'émission, les gens voulaient qu'on change quasiment rien. Ouais. Mais quand même, on s'est dit, on va changer quelques petites choses. Ce qu'on a fait, on a essayé de moderniser un peu, mais elle n'a pas beaucoup bougé. Hein. Et je pense que le concept est extrêmement simple. Hein. C'est le jeu de questions. Ça repose sur le dialogue. C'est la question et la réponse. Donc voilà, avec un camion. Comment ont été définis les rôles entre toi, Jamy, après il y a eu Sabine? Comment est-ce que les rôles ont été définis? C'est pas toi qui es dans le camion à faire alors attends 2 secondes que je prends la maquette. Non. Ce qui se passe, c'est qu'avec Jamy, on se connaissait avant, on travaillait déjà avant on avait lancé ensemble une toute petite chaîne qui s'appelait Canal Santé et on démarrait tous les deux dans le boulot et moi je me retrouvais à diriger cette rédaction de jeunes journalistes. D'ailleurs j'étais jeune aussi à l'époque et il y avait tout à faire et j'étais tout le temps en desk à Paris et moi je fais ce métier-là parce que j'ai envie de voyager, de découvrir le monde, de découvrir des peuples, de découvrir des gens ailleurs, d'autres modes de vie. Et Jamy, lui, il partait tout le temps en reportage, il avait sa caméra, il faisait le tour du monde. Et quand on a refait l'émission, il m'a dit mais moi j'en ai un peu marre de circuler. Je dis ça tombe très bien. Moi j'en ai un peu marre d'être à Paris. Et lui, il avait envie de raconter des histoires, ça lui allait très bien, d'écrire des histoires autour de maquettes et tout. Donc ça s'est fait tout naturellement. Et Sabine est arrivée après. Elle était d'abord journaliste dans l'équipe, donc on la voyait pas. Et moi, au bout d'un moment, on faisait 40 émissions par an, à raison de 3-4 jours de déplacement par émission à l'extérieur ou à l'étranger. Donc je finissais par plus être là du tout, du coup. Et on s'est dit, il faut démultiplier un petit peu les forces. Vous avez fait évoluer les sujets au fur et à mesure en 20 ans ou... Il y a un truc qui est drôle, et moi j'ai eu une liberté éditoriale absolument super à France 3, parce qu'on traite
d'une émission sur le savon, sur les volcans, ou les grands classiques, vous savez, on va toujours vous dire, tu me fais l'Égypte, les volcans, ça marche, etc. et tout. Nous, on pouvait faire des sujets quasiment inconnus des gens, mais les gens venaient regarder. Et je pense que c'est la curiosité qui attirait. Et nous, on faisait cette émission aussi pour satisfaire notre propre curiosité. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est l'intérêt de la science. C'est qu'on va te dire d'un seul coup, tiens, ça te plairait de faire une émission sur le savon? On dit, oh, le savon, ça m'emballe pas. Et puis tu commences à te poser des questions, tu ouvres les tiroirs, tu as les réponses, ça t'appelle d'autres questions, et tout devient passionnant. Vous avez une équipe de chercheurs avec vous? Vous étiez vraiment deux Non, on avait une bonne équipe. Il y avait une dizaine de journalistes, ça tournait aussi pendant les années, et une dizaine de réalisateurs, parce que c'était énorme. Pour faire une émission, c'était à peu près entre le début de l'écriture et la fin du tournage, c'était 1 mois et demi à 2 mois de boulot. Il y avait une grosse enquête des journalistes pour être pointus quand même scientifiquement et après vulgariser. Combien de gens à peu près pour faire une émission de C'est pas sorcier? Après, tu as une équipe technique plus importante pour les plateaux de Jamie, parce qu'il y a plus de caméras, etc. Moi, en extérieur, en général, on était 4 ou 5. Parfois que 3 quand on allait dans des endroits très restreints ou très très loin. Mais je sais pas, une vingtaine peut-être de personnes. Ouais. Ouais. Il y a eu combien? C'était de la grosse prod, c'est pour ça que c'est intéressant de bosser maintenant sur Internet, le monde a changé. Alors justement. Il y a eu combien d'émissions sur ces 2 décennies 560. 560. Ouais. Et tu dirais que, enfin de mémoire, sur ces 560 émissions, quel est le sujet sur lequel vous vous êtes dit, là, ça va peut-être être chaud de faire une émission complète là-dessus? Déjà, le savon, c'est pas mal. Ouais. Mais tu sais qu'on n'a jamais eu, mais c'était lié au concept. On a toujours eu du mal, et finalement, on voulait le faire, on n'a jamais fait la relativité. Oh, c'est énorme ça. Mais ouais, c'est énorme. Et on voulait le faire, mais parce qu'on était dans une machine où il fallait quand même produire. Et on avait du mal à le mettre en scène entre moi dans les extérieurs où il fallait quand même trouver des idées avec des effets spéciaux, alors que j'étais plutôt en décor naturel. Donc on a toujours un petit peu, mais on s'est mis plusieurs fois au travail dessus. Et puis finalement, on ne l'a jamais concrétisé. Mais par contre, on a touché à des émissions qui sont finalement scientifiques ou avec une approche scientifique sur les religions aussi, ou des choses comme ça. Où la chaîne me disait au départ, oulala, la émission sur les religions qui ont super bien marché. Et quand vous faisiez sur Areva, les nucléaires, vous étiez assez libre ou Ça a toujours été la règle. Moi, au départ, on voulait faire une émission sur le nucléaire, évidemment, parce que c'est un des grands sujets. Quand tu fais un C'est pas sorcier, tu te dis, on va rentrer dans une centrale. Et on avait contacté, il faut toujours passer par les services de presse, à l'époque, il y a longtemps, on avait contacté le service de presse d'EDF qui nous avait dit, ouais, ok, mais on va écrire le scénario avec vous. Et moi, je leur avais dit, bah non, vous êtes gentils, mais on n'écrira rien ensemble. Nous, on écrit. De toute façon, après, il fallait leur autorisation pour entrer dans la centrale. Mais au moins qu'on ait notre indépendance éditoriale, c'était important. Et en fait, un jour, j'ai été appelé par des gens d'EDF qui faisaient de la formation à Fessenheim. Et ils nous appellent, ils nous contactent comme ça en disant « Mais pourquoi vous faites pas un C'est pas sorcier sur les centrales nucléaires? Parce que nous, ça nous serait bien utile pour former les gens aussi et tout. » Puis je dis « Bah pourquoi? Bah parce que votre service de presse veut écrire l'émission à notre place. Et ça ne marche pas. » Et finalement, ils se sont débrouillés en interne. Je sais pas ce qui s'est passé et tout, parce que les gars voulaient à tout prix avoir une émission là-dessus. Et on a réussi à faire 2 fois des émissions sur le nucléaire. En liberté, Je dis pas que quand tu rentres dans une centrale, le gars qui pilote la centrale, c'est pas toi qui le choisis, C'est comme dans un avion, ils choisissent le pilote qui va te parler. Donc il avait un certain discours, mais on était libre de dire ce qu'on voulait. Ça a toujours été la règle, quand même. Important. Mais on était libre. Parce qu'on avait on avait de l'argent public. Donc cet argent public nous donne une liberté éditoriale. Je veux dire, on n'avait pas de groupe derrière, de gens qui pouvaient influencer notre ligne éditoriale. C'est important. Toi, tu étais toujours sur le terrain, tu étais toujours à l'extérieur. Et parfois, il pouvait y avoir des situations risquées. Tu parlais des centrales. Bon, il peut toujours y avoir des accidents, on ne sait pas. Est-ce que... Faut mal tomber, quand oui, même. Voilà. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, vas-y, raconte. Non, parce que Bruce posait la question, mais en fait, j'ai zappé ça. Je crois que c'est le meilleur souvenir, parce que c'est la situation dans laquelle tu peux jamais être sur Terre, sauf si tu fais de la balançoire et d'un seul coup en haut de la balançoire tu te lâches, là tu y a une fraction de seconde en apesanteur, ou en impesanteur plus exactement, et là t'as fait combien toi Marion? 30 paraboles à peu près comme 3 ça? 3 heures, 30 paraboles de 20 30 paraboles de 25 secondes. Moi j'avais un médicament parce que je suis malade en voiture. Il m'a mis le maximum de scopolamine qui est un médicament qu'on donne aux mourants pour pas qu'ils bavent. Ils me disent prenez un chewing-gum parce que vous n'allez plus rien sécréter à la bouche. Alors t'as super soif, t'as rien bu le matin parce qu'il n'y a pas de toilette. Alors les histoires de Marion.
C'est très important. Toujours qu'un peu de bave, un peu de pipi, sinon c'est pas la peine. Non mais attends, quand t'as un vol 0G, t'y penses beaucoup parce que si t'es malade, t'es pas vert, t'es gris, et le médecin il t'accroche au siège et tu fais 30 paraboles. Ah oui, ça ne s'arrête pas, le gars ne va pas se poser. Tu es obsédé par ces problèmes de vomi avant, parce que c'est la question que pose tout le monde au médecin. Je dis manger de la banane comme ça, que ça entre ou ça sort, c'est le même goût. Et puis ça c'est de l'humour de médecin. Mais t'as vu ce qu'on ressent, c'est génial parce que je pense que ça c'est le souvenir le plus incroyable en fait, parce qu'on n'est jamais dans une situation où tu ne pèses rien. Tu vois, tu t'appuies juste sur ton voisin comme ça, et tu pars, et il faut t'arrêter. Il faut d'ailleurs que quelqu'un t'arrête parce que ça dure 25 secondes. T'entends le pilote qui fait attention ressources dans 5 secondes, et là t'as intérêt à redescendre et tout parce que sinon c'est la claque. Sentir en plongée sous-marine, c'est un peu mais sauf que quand t'es en plongée, oui, t'as la même sensation parce qu'en plongée, tu peux tourner sur toi-même, tu peux regarder derrière, tu peux faire plein de choses, mais tu sens quand même le fluide. Alors que là, tu sens rien. T'as quand même une résistance dans l'eau. En plongée, tu peux nager. Les mouvements, tu peux nager. Quand t'es dans le vide, tu nages, il se passe rien, quoi. Il se passe absolument rien, faut forcément accrocher quelque chose. T'as des réflexes débiles de pédaler, ça sert à rien, c'est horrible. Tu vois, c'est très 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 étrange. Et ça, c'est extraordinaire. Ça t'a plu ? Ah oui. En dehors du Ah non, mais j'ai pas été malade, c'était très bien. Il faut regarder par le hublot aussi. Non, faut surtout pas regarder par le hublot. Si, c'est très impressionnant. Il y a l'aile qui va à plus de 45 degrés. C'est là que tu comprends que tu tombes en fait. Ou dans le cockpit, c'est rigolo aussi. Tu y étais dans le cockpit ? Oui, alors c'est génial. Enfin, on voit pas grand chose quand ça monte parce qu'il y a que le soleil. Mais après, moi, mon cerveau s'est dit bon, ça doit être un poster, c'est pas possible. En fait, c'est de nuages avec le sol entre. Et les gars, ils sont juste comme ça. Avec des ficelles. Avec des ficelles à piloter, ils sont à 4. Qui pilotent avec des ficelles ? Non. Si. Il y a juste leurs fesses pas le copilote, mais le pilote, lui aussi, forcément, il est obligé d'être sanglé parce que sinon, tu vois, il est comme tout le monde. Mais pour avoir beaucoup plus de souplesse dans la conduite, parce qu'en fait, il projette l'avion. Moi, c'était un Airbus A300 à l'époque. Il le projette comme si tu jetais un caillou et c'est à partir de là que tu rentres en apesanteur. Et après, il repique du nez. Et moi, j'avais fait ça au-dessus du bassin d'Arcachon. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu le bassin d'Arcachon à 8000 mètres comme ça. Tu pique avec un énorme avion dessus. Et lui, pour avoir un pilotage plus souple, il accroche des bouts de ficelle à son manche et il pilote avec des bouts de ficelle. Et des fois, ils bouchent les fenêtres, ils n'ont pas besoin en fait. Ils sont tous juste à 4 à regarder les écrans, il y en a un qui note. Et en fait, comme l'avion ne comprend pas pourquoi il est en apesanteur, il a des niveaux d'huile qui partent dans tous les sens, il bip, t'as des alarmes partout. Ah ouais, ça sonne de partout. Il vérifie que c'est les bonnes alarmes qui... Ah non, mais c'est vrai que c'est rassurant quand on dit bon, bah écoutez, on va piloter avec des ficelles, il n'y a pas de problème. Tout va bien se passer. Ça va être cool. Ce qui est inquiétant, c'est quand t'es derrière et que t'as le pilote qui vient te voir et qui te regarde et qui pilote. Je sais pas qui a piloté à ce moment-là. Là, tu vois le commandant qui vole, fait quelqu'un peut me ramener s'il vous plaît. Alors, l'avenir de C'est pas sorcier, ça va être l'esprit sorcier, quoi. C'est ce nouveau projet que tu as, qui va débarquer sur Internet en ce moment, donc qui rejoint la famille des grands projets scientifiques sur Internet. Alors, là, la différence, c'est que c'est pas uniquement quelque chose qui est vidéo ou qui est un projet qui se décline, c'est un tout nouveau projet de plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, sur comment ça va se présenter et en quoi ça va être différent de ce qui existe aujourd'hui ? Déjà, ça s'appelle l'esprit sorcier parce qu'on garde l'esprit de C'est pas sorcier, mais ce sera pas C'est pas sorcier parce qu'on est sur le net. Donc pas de camion. A priori pas de camion, une fusée pour le moment. On va voir. Mais bon, forcément, on garde l'esprit parce que je pense que les gens attendront de nous ce côté où on reste pédagogique tout en étant ludique, mais en creusant pas mal les dossiers. Chaque semaine avec C'est pas sorcier, on prenait un thème et on fouillait à fond. Le but, c'était de donner toutes les clés aux gens pour qu'ils se fassent leur propre opinion. C'est pas à nous de leur donner notre opinion, c'est à eux de se la faire à partir de tout ce qu'on peut leur donner. Voilà. Et donc là, on va garder le même état d'esprit. Donc on va développer chaque semaine des gros dossiers comme ça. Il y aura un certain nombre d'autres rubriques à côté, mais ce qui est sympa surtout, c'est que on fait plus de la télévision en boîte, on est participatif, on va échanger. Moi, je suis en train de découvrir tout un monde de garçons et de filles qui sont autour de cette table que je connaissais pas avant parce qu'on était un peu enfermés dans notre tour d'ivoire de la télé, entre guillemets. On n'a jamais vraiment été dans une tour d'ivoire à C'est pas sorcier, c'était pas l'esprit. Mais là, on est obligé de s'ouvrir sur du participatif et sur de la création extérieure, sur d'autres façons de voir la science que nous. Et c'est ce que je trouve génial, ce que vous faites, ce que vous faites en fait, à votre façon, avec vos pattes et tout. Et c'est bien. Et j'aime bien ouvrir à ça et faire en sorte que les gens aussi apportent leurs connaissances. Il y a énormément de personnes qui sont passionnées, donc c'est pas nous, on va leur apporter
entre guillemets professionnalisme et notre façon de faire, toujours, donc on va retrouver des grands dossiers très fouillés et tout, écrits en multimédia, parce qu'on est sur Internet, on va se servir de toute la palette de couleurs qu'on peut avoir dessus, de la vidéo, du dessin, de plein de choses. Les outils qui permettent de mieux faire passer les messages, ça c'est important. Et on va faire une grande part au participatif, pour faire créer une sorte de communauté. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que en fait, pour moi, l'esprit de C'est pas sorcier au départ, ce qui était fantastique, c'est cette volonté de démocratiser la science, qui peut apparaître comme un thème extrêmement élitiste, et en fait avec cette émission des milliers de téléspectateurs, des petites jeunes comme moi se sont intéressés à la science. J'ai fait un bac S, merci beaucoup, c'est un peu grâce à toi. Et du coup là ta nouvelle formule pour moi elle prend juste la continuité, parce que la société a évolué. Aujourd'hui les jeunes sont plus devant la télévision, ils sont sur internet, et vous allez leur proposer exactement la formule dont ils ont besoin pour qu'en fait les générations actuelles vivent la même chose que nous. On va leur proposer, on va peut-être proposer aux plus jeunes et tout, mais on va comment on va dire, essayer d'additionner des talents. C'est-à-dire que moi je sais à peu près ce que je sais faire, mais il y a plein de choses que je sais moins bien faire aussi sur le net, forcément, parce que j'ai fait aussi beaucoup de télévision. Mais je veux travailler avec des gens qui travaillent sur le net pour pouvoir en permanence adapter. Le but, c'est de rendre la science accessible à tous. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est de travailler en partenariat avec des gens, des complémentarités. Je crois qu'on peut se compléter professionnellement. On comprenne le maximum de choses, qu'on ait le maximum de bagages et de connaissances dans les poches pour être libre. C'est la liberté quand même. On peut peut-être parler du financement participatif, c'est sur Ulule ou c'est KissKiss. KissKissBankBank. Ouais. Voilà, KissKissBankBank. Et donc ça se passe bien, ça se passe comme vous voulez au niveau de... Ouais, ça se passe bien. On s'était fixé un objectif à peu près raisonnable, parce que nous, le but, c'est pas de financer toute la plateforme, mais de financer, de nous donner l'amorce pour les premiers contenus, les 3 à 4 premiers mois à partir de septembre. Et ça correspondait à notre état d'esprit, parce qu'on veut que ce soit participatif, et quelque part on veut que ça appartienne aussi un petit peu aux gens. Donc on s'était fixé une barre un objectif de 50 000 € pour être raisonnable. Ça nous aide, ça nous met le pied à l'étrier, mais bien sûr on passe notre temps à chercher d'autres financements éthiques, pas n'importe lesquels, parce qu'on fait quand même de l'éducatif, donc on doit garder notre crédibilité. Et ça s'est bien passé, parce qu'en 5 jours on a atteint l'objectif. On avait 2 mois de campagne. Génial. À l'origine, en 5 jours, boum, on a atteint les 50, et après ça continue de grimper. Donc on a fixé d'autres objectifs à notre fusée, c'est-à-dire que tout l'argent qu'on peut avoir en plus actuellement, ça nous aide à respirer pour faire encore plus de dossiers, encore plus de contenu dans les mois à venir. Et ça nous donne notre indépendance éditoriale. Il va falloir trouver des financements en plus, c'est sûr, c'est certain. Ça nous donne aussi le temps de souffler un petit peu pour lancer tout ça et de payer des gens. Et l'émission s'est arrêtée en quelle année ? Il y a 2 ans. 2013, on a arrêté, D'accord. À peu près, il y a 2 ans. En production, mais après, ils peuvent diffuser longtemps, c'est du stock. Ok. Mais attends, ceci dit, on va juste faire une toute petite parenthèse, parce que tu as très bien présenté le truc, mais tu as juste loupé une étape qui est essentielle, parce que c'est toujours en cours, là, le KissKiss. Alors, heureusement que tu es là, Bruce. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ne vous fiez pas aux chiffres, il y a un bug informatique qui laisse entendre que l'objectif est atteint. C'est pas encore le cas, donc on a encore besoin de vous donner de l'argent sur KissKissBankBank, allez-y. Mon Dieu, mais il faut que ça coûte 150, 200 000, tout ça. En fait, quand ce sera 500 000, ce sera 50 000, en fait, voilà. Donc on a atteint les 50 000, on doit être à 87 000 aujourd'hui, et on se fixe des objectifs par tranche de 50 000 comme ça, donc on espère bien monter longtemps, mais ça continue jusqu'au 28 juillet la campagne. Donc voilà. Merci Bruce de m'aider comme ça, quand même. Spécialiste en communication. Et alors les premières émissions qui seront les prochaines, du coup, ça va être quoi ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Comme on s'est dit quand même, sans vouloir trop fatiguer les gens, parce qu'on va le faire à notre façon, quand il y avait la COP 21 et on parlait beaucoup du réchauffement climatique, moi je préfère parler du changement climatique. Un certain nombre de dossiers vont quand même être là-dessus pour bien donner les clés aux gens pour être là-dessus. Ce ne sera pas exclusivement là-dessus, mais il y aura pas mal de dossiers là-dessus. Je sais que ça va être traité dans pas mal d'endroits, mais nous on a notre façon de le traiter et de l'aborder qui peut être assez utile. D'accord. Merci. Voilà. On attend ça avec impatience. Très très beau projet. Alors une question qui revient dans le chat, c'est est-ce que Jamy sera de l'aventure un petit peu ? C'est normal que vous posiez cette question à laquelle j'ai déjà répondu. Oui, mais j'étais en train de bidouiller des choses, donc j'ai pas... Bienvenue sur le net.
Donc, alors... Jamy soutient le projet, mais il a un contrat avec France 3 et il a un emploi du temps parce qu'il fait l'émission qui s'appelle Le Monde de Jamy. Le Monde de Jamy. Et du coup, avant, il était toujours dans le camion, mais maintenant, il est tout seul. Parce qu'à l'origine, moi, je devais rester sur cette émission, Le Monde de Jamy. Je l'ai écrite avec lui avant de quitter la chaîne. Et du coup, il se retrouve tout seul sur le terrain pour faire une émission de 110 minutes. Il en fait 4, 5, 6 là, par an. Et donc, il est tout le temps parti. Donc, il a un emploi du temps qui est un petit peu compliqué. Mais il soutient le projet. Et puis, tôt ou tard, il va venir avec nous. Et puis, de toute façon, il est dans l'esprit sorcier. Donc, voilà, on va voir comment il va s'intégrer. C'est un problème d'organisation, surtout. Mais lui aussi, il a l'esprit sorcier. Bah, forcément, l'esprit sorcier, il l'a marqué. Et alors, une question que tout le monde se pose, c'est que devient Marcel ? Ah bah Marcel, il est là, il vient d'avoir son brevet de pilote spatial. Donc il laisse un peu tomber le camion, il est en pleine forme, il a les mains dans les propulseurs à poudre. Ça change un peu de la mécanique du Kenworth. Et voilà, mais il est en pleine forme, la petite voix aussi est là, Sabine est là. Tous ceux qui sont libres pour se rendre libres sur ce projet et continuer l'aventure continue. Marcel, c'était vraiment, je suis désolé d'essayer de percer le secret du Père Noël, mais est-ce que c'était vraiment une vraie personne évidemment. Ou est-ce que c'était un poste, un peu comme James Bond ou Doctor Who? Comme le Stig. Mais c'est parce que t'as pas regardé toutes les émissions, mais dans certaines émissions, tu pouvais même voir son bras parfois. C'est vrai. Il arrivait que Jamy ait besoin d'un petit coup de main pour ses maquettes magiques et que sous l'établi, il y a un Marcel qui file un petit coup de main à faire une éruption de volcan ou un truc comme ça. Donc Marcel existe bien. Sous le bureau. Ouais, je savais que ça allait forcément provoquer des réactions sur le net. Qui était sous l'établi de Jamy, c'est ça, Marcel. Ça ferait un super nom de spin-off, Sous l'établi de Jamy. On peut faire un Kickstarter pour ça tout de suite ou ça peut attendre, on verra. Et juste une petite question, dans l'émission, donc il y avait cette dynamique que tu jouais et de Jamy qui expliquait le truc. Donc là, du coup, tu vas assurer les deux rôles alors cette fois-ci. Non, je ne vais pas assurer les deux rôles. Je vais sans doute faire le lien entre les dossiers. Dans un premier temps, pour des problèmes de moyens, on n'ira pas faire des plateaux complètement sur le terrain, mais je pense que ça va se développer parce qu'on a envie d'y revenir. D'accord. Mais on va forcément se trouver d'autres rôles. Oui. Mais j'aimerais bien que Sabine et moi, on retourne présenter des dossiers sur le terrain, faire des transitions sur le terrain, parce que je pense que c'est le côté découverte qu'on aime bien apporter aussi. Ok. Tu vois ? D'accord, c'est joli. Mais on redéfinit forcément un petit peu notre rôle, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Comment évoluer ? Parce que voilà, c'est ça qui est sympa. Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient vraiment à cœur ? Alors au-delà de un petit truc à toi que tu sais que quand tu vas le proposer, les gens vont faire le pollen. Ouais, on a déjà le pollen, c'est une bonne idée. C'est un super sujet, le pollen. Le sperme des plantes. On a déjà visité tellement de thèmes que j'aimerais bien qu'on aboutisse sur la relativité parce que je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité à traiter ça et de façon sympa d'ailleurs avec notre nouvel outil, avec notre nouveau camion qu'avec l'ancien qui nous enfermait dans des formes d'écriture qui rendaient pas les choses évidentes. Alors que là, je veux dire, toi avec ton crayon, toi avec tes mots, vous arrivez à traiter des thèmes comme ça avec vos mots à vous. Ouais. Nous on était enfermés dans un carcan un peu de découvrir à l'extérieur, donc ça veut dire un décor naturel. Et puis après des maquettes. Et c'était un petit peu la difficulté de l'écriture. D'accord. Voilà. Ok, donc là la relativité générale. Mais retraiter plein de sujets parce que ça revient trop. Pardon. Restreindre d'abord, ensuite général. Tout, mais on passera partout, des religions à la relativité en passant par le cannabis. D'ailleurs, je crois même que l'émission sur le cannabis, le C'est pas sorcier sur le cannabis, c'est l'émission qui a le mieux marché sur YouTube. Il faudrait vérifier, mais je crois. C'est une évidence. Il devait donc y avoir un manque éducatif sur le sujet. Oui, certainement. C'est sûr. Ça lève le débat. Non, c'est ça. Et en même temps, je pense que ça a permis de faire découvrir C'est pas sorcier à tout un public de YouTube. C'est possible. Oui, absolument. Non, mais t'as raison. C'est possible. C'est sûr. Bon, on imagine bien des mecs défoncés à 3h du mat, regarder sur YouTube la vidéo en Pourquoi boucle. ça pousse pas? Et en l'occurrence, toi, est-ce qu'il y a un sujet de science qui te touche vraiment, qui te prend vraiment à cœur, ton sujet préféré de science, ton côté ultra geek? Comme par exemple, je pense, pour Bruce, ça va être la relativité. Non. Je sais que Marion a un petit truc pour les. Si, j'ai envie de dire que si. Non. Est-ce qu'il y a un truc à toi, par exemple, moi c'est Doctor Who, tu vois, mais c'est pas de la science. Est-ce qu'il y a un truc à toi, un domaine spécifique de la science ou un sujet spécifique c'est quasiment ton fétichisme scientifique?
Moi, j'aurais une petite préférence. C'est pas facile à mettre en scène parce qu'il faut y aller sur tout ce qui est un peu ethno. J'adore découvrir des populations éloignées qui nous montrent un autre mode de vie, un autre mode économique. Quand tu vas vivre avec les pygmées, tu te rends compte tout de suite que l'échange marchand dans lequel on vit en permanence n'a aucune raison d'être. Et tu vois la vie de façon différente. Déjà, tu laisses tomber ta montre. Depuis ce temps-là que j'en ai plus d'ailleurs. Mais parce que tu vis du matin au soir. Simplement pour pas survivre, pour vivre. Tu vas à la chasse, tu vas cueillir des fleurs, des feuilles, tu vas te soigner avec ce que tu as sous la main. Tu es complètement dans un autre monde et ça m'a toujours plu. Et puis tu découvres en même temps que ces populations-là, malheureusement, elles sont pas toujours très très bien traitées quand la civilisation les approche. C'est valable aussi pour les Amérindiens qui vivent au Brésil. Et donc une petite attirance pour ça. Mais c'est pas exclusif, ça c'est le côté, parce qu'en plus c'est très très excitant, tu voyages dans le temps en même temps, là c'est un vrai voyage dans le temps, donc c'est bien. Mais moi je suis pas un scientifique, je suis un journaliste et au risque de te décevoir, j'ai pas vraiment de terrain de science favori. Et à partir du moment où tu apprends et tu découvres, tout devient passionnant, franchement tout devient passionnant. Vous, c'est quoi votre thème, le truc votre côté geek de science? Les cadavres ou des choses comme ça? C'est à moi que tu penses quand tu dis les cadavres? Je pose la question à vous tous. Elle, c'est les phasmes. Non, les mantes religieuses. mantes religieuses. J'élève des mantes religieuses. Un domaine de la science que je trouve particulièrement fascinant, c'est tout ce qui concerne la théorie des quantas, voilà, tout ce qui se passe à l'échelle quantique et qui ne devrait pas se passer normalement, puisque c'est juste hallucinant. Il n'y a aucun film de science-fiction qui peut aller plus loin dans son délire que ce que nous dit la théorie des quantas sur ce qui se passe à l'échelle subatomique. Donc moi j'avoue que c'est une source de fascination et d'étonnement perpétuel. Et donc comme c'est plutôt mon domaine, l'étonnement, j'avoue que c'est sans doute ce qui m'intéresse le plus, quoi. D'autant que ce qui est assez drôle, c'est que même les plus grands chercheurs continuent à dire que eux-mêmes ne comprennent pas exactement. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, donc je dirais ça. Mais d'ailleurs, est-ce que vous aviez fait une émission là-dessus sur ce qui se passe à l'échelle quantique, sur le mécanique quantique? Non, on a manqué là-dessus. Parce que c'est effectivement, ça demande c'est chaud. Bah ouais, mais c'est la contrainte de notre format qui nous empêchait ça. C'était pas l'envie, mais un peu la contrainte. Ouais. Donc, toi, tu as une formation scientifique? Moi, pas du tout. Non. Du tout. Mais de toute manière, moi, je suis un peu en décalage par rapport à nos deux amis, puisque t'es dans le mystère. Voilà, Bruce parle de science, Marion parle de science généralement et parfois de médecine, de politique aussi. La dernière fois qu'elle a chopé Dassault, Serge Dassault, je sais pas si on était dans la science ou dans autre chose. C'était un peu général. Serge Dassault, c'est de la biologie. Médecine, biologie, science. Moi, je parle des choses la politique aussi un petit peu. Je parle des choses qui m'étonnent. Donc il peut y avoir de la science, mais il peut y avoir aussi de l'ethno, comme d'ailleurs le dernier épisode était sur la mort et donc notamment sur les rituels funéraires de certaines tribus, donc absolument incroyables. Donc voilà, je suis pas un scientifique pur, mais ça me passionne en tant que c'est la curiosité, quoi. Oui. Tout à fait, c'est ça. Moi, c'est les phénomènes optiques, parce que c'est cette impression d'être trahi par un sens auquel je me fie pourtant au quotidien de façon assez certaine, pour pas tomber quand je me déplace, et tout ce qui est illusion d'optique, phénomène optique, où en fait on m'explique scientifiquement que, par exemple, le jour où on m'a expliqué le phénomène des couleurs et de la réflexion des différents rayons du spectre, etc., je pense que c'est le cours de physique qui m'a le plus traumatisé, parce qu'après j'arrêtais pas de demander aux gens, tu vois quelle couleur là? Parce qu'on m'a dit qu'on voyait pas tous la même chose, et c'est l'impression qu'en fait ce que je croyais être une certitude, ce que je vois c'est sûr, c'est certain, en fait c'est très relatif d'une personne à l'autre. Tout le monde a répondu? Non. Oui, moi t'as décrété que c'était la relativité de toute façon. Donc, voilà. Tu fais ta mauvaise. C'est comme moi je décrète que ton thème de prédilection c'est Dr House. Mais voilà, comment tu sais en plus? Et ça pourrait être ça. Non, mais alors pour de vrai, en plus il y a Adrien Méniel qui se cache aussi parce que bon, il est sur la table. Non, mais je prends toute la place. J'ai des grosses épaules. Non, mais en fait, moi j'ai un problème, c'est que dès qu'on me demande quel est ton préféré, j'oublie mes goûts immédiatement et je suis incapable de répondre. Et je pense que ce soir dans mon lit, enfin demain du coup, je vais dire c'était ça que j'aurais dû répondre. C'est l'esprit d'escalier, comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais là, du coup, je peux pas répondre. Mais voilà, pour ça que je me cachais. Mais on peut dire que tu as illustré dans la BD d'Axolot les phénomènes psychologiques. Oui, voilà. Et tu les as illustrés avec brio, on peut le dire. Merci. C'est de la science. C'est de la science. Psychologie. La science humaine, mais c'est de la science. Est-ce que tu te rappelles d'un des effets, par exemple, dont tu aimerais nous parler là? Non, il y en a un qui te vient.
qui t'avait particulièrement marqué. Ça sent le dos là. Que tu avais découvert peut-être en faisant ces planches et que tu dis tiens ça c'est en fait fou. non, je les ai pas découverts parce que j'avais déjà lu le bouquin ouais. donc non est-ce qu'il y en a une par exemple qui te fascine en particulier? Si, il y a par exemple le conformisme, le fait que on place des gens, je vais expliquer. Vas-y, bien sûr, mais c'était ça l'idée. Alors l'idée c'est une expérience qui a été faite. Adrien, avance ta tête, on te voit. Bon, alors ma tête pour alors avance le micro aussi, voilà. C'est Patrick qui me cache. Non, en fait, par exemple le conformisme, c'est donc on a mis des gens dans une pièce qui étaient tous des complices de l'expérience, sauf une personne. Et on leur montre 2 lignes sur un tableau et on leur demande quelle ligne est la plus courte. Sachant qu'il y a une ligne sur le tableau qui est objectivement plus courte que les autres. Et donc la personne qui a été testée, il s'est avéré que quand tout le monde donne une réponse qui est fausse, alors que de toute évidence ils avaient tous tort, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se rallier à la majorité de peur de pas pour un con, hein, voilà. Il y en a qui doutent même de leur sens. Ils se disent si tout le monde pense que c'est pas juste pour pas se choper la honte en tout cas, ça c'est vraiment ils finissent par être convaincus qu'effectivement. Ouais, ils doutent. Voilà. Et voilà, par exemple ça je trouve ça hyper intéressant parce qu'on en a des démonstrations tous les jours en fait. Ouais, comme la dissonance cognitive qui est très sympa aussi. Vas-y. Ça c'est très bon. Bruce. Mais non, mais non, vas-y, pardon. Sur Bruce. Je crois que t'étais fini, mais. D'ailleurs, Bruce ou Bruce? Alors, les deux me vont. Moi, mes parents m'appellent Bruce. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai constaté que les gens qui m'appellent Bruce ne m'appellent jamais Brice. Alors que les gens qui m'appellent Bruce, ça leur arrive de m'appeler Brice. Donc, d'accord. En vrai, je m'en tape. Je veux dire Bruce. C'est dingue. Bruce, alors, je dirais Bruce, moi. Bon, et alors toi, ton sujet de. Non, mais bon, moi, c'est sans grande surprise. Moi, c'est la mécanique quantique, évidemment, parce que c'est le sujet vraiment le plus. D'abord, parce que c'est le sujet dans lequel je suis à fond en ce moment. Je suis. Voilà, je me noie sous les quantas en ce moment. Là, d'ailleurs, je vais pas rester très très longtemps ce soir parce que j'ai un épisode de 50 minutes qui sort normalement demain. Et t'en es à combien de minutes? Là, j'ai déjà monté environ 15 minutes. Voilà, ça va aller. Oui. Mais voilà, donc ça va bien m'occuper. Et effectivement, c'est-à-dire que je pense qu'il va bien falloir une dizaine d'épisodes pour que les gens au moins commencent à appréhender le fait que tout ce qu'on raconte sur la mécanique quantique et qui est absolument invraisemblable est invraisemblable parce que c'est pas vrai. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on dit souvent, ouais, au niveau de la mécanique quantique, les particules peuvent être à 2 endroits en même temps, elles peuvent être au même endroit en même temps. Enfin, tout ça, c'est faux, en fait. Une particule peut pas être au même endroit, à 2 endroits différents en même temps. Mais non, c'est pas possible, je regrette. C'est juste que on parle d'une échelle de temps et de longueur auquel en fait, ce que nous on a l'habitude de mesurer n'a plus aucun sens. Il y a une expérience qui est il y a un truc qui est très courant, on dit souvent, c'est que dans la mécanique quantique, le fait d'observer une expérience modifie le parcours de l'expérience. On dit c'est comme si les particules savaient qu'elles étaient observées. En fait, ce qui se passe, c'est que pour observer une expérience, il faut l'éclairer. Alors éclairer une personne, c'est pas très compliqué, je veux dire, on le met une lampe, mais éclairer un électron, ça veut dire lui balancer des photons dessus. Et à l'échelle de l'électron, quand il se prend des photons, ça n'est pas sans impact, quoi. Et donc on va expliquer tous ces trucs-là, on va essayer de le faire au maximum pour, au final, avoir une meilleure vue. Et je pense que c'est à ce moment-là seulement qu'on pourra se rendre compte à quel point on comprend effectivement pas ce qui se passe à l'échelle quantique. Et donc on pourra aboutir à la conclusion, je pense que ce sera Feynman, personne ne comprend vraiment la mécanique quantique. Tu feras des maquettes ou pas? Non, je suis nul moi en maquette. Pour les maquettes, il faut demander à Experiment Boy, qui est le grand spécialiste. Genre lui, il fait des trucs. Absolument. Lui, il me fait baver à chaque fois. Il fait des trucs de dingue. C'est lui qui fait tout péter. Il fait pas que tout péter. Il a fait une vidéo notamment sur la cavitation qui était fantastique, où il a fabriqué donc un marteau avec un ressort pour éclater une bouteille. Juste cavitation. Qu'est-ce que c'est? Cavitation, en fait, alors je veux pas rentrer dans le détail parce que les gens iront voir la vidéo. C'est quand tu fabriques une bulle de vide dans de l'eau, par exemple. D'accord. Et ce qui se passe, donc il remplit une bouteille en verre d'eau, mais jusqu'au goulot, quoi. Et avec un marteau, il vient taper très très fort sur cette bouteille, ce qui va faire éclater le fond. Et entre temps, il va arriver un phénomène de cavitation. Et il tourne ça avec des caméras à très haute vitesse, mais il a monté tout un système pour le faire. Il monte des systèmes de détonateurs, de pyrotechnique. Je veux dire, il est ouf, quoi. Genre, tu te dis bon, il suffit de brancher, d'appuyer. Non, lui il va faire un contrôleur Arduino avec un écran, 16 couleurs. Non, c'est la classe. Et la cavitation, c'est ce que fait la crevette pistolet. Voilà, elle fait cette bulle qui produit une chaleur de 5000 degrés, donc avec sa pince, l'équivalent de la surface du soleil pendant un très court instant. Ouais. Et ça
peut tuer des petits poissons. À distance. À distance. C'est une petite crevette. Pendant très longtemps, on pouvait pas en avoir en aquarium parce qu'elle pétait le verre de l'aquarium. Ouais, ce qui est pas très gentil de base. Fred, il y a une question qui revient régulièrement sur YouTube, pardon, et sur le hashtag Nuit Originale, c'est qui faisait les maquettes de C'est pas sorcier? David Mahé. Un mec, quoi. Un seul mec. Un Toutes seul, les maquettes. Ouais, de mémoire, je crois qu'il a jamais eu, même quand il avait une petite grippe, un truc comme ça, il a fait toutes les maquettes tout le temps. Alors c'était quoi? C'était carton, PVC? Bah oui, c'est ça. C'est la télé, hein. C'est la télé, c'est-à-dire des fois, ça peut être un truc en alu repeint. C'est pour ça, souvent, on nous a dit, mais c'est dommage, vos maquettes, pourquoi vous les donnez pas et tout. Elles étaient un peu à usage unique, c'est-à-dire qu'après un tournage, elles étaient déjà un peu abîmées, après elles prenaient de la poussière. Elles étaient faites dans des matériaux qu'on pouvait pas. On les aurait bien. On a peut-être donné quelques-unes à des écoles, mais on pouvait pas parce que on rentrait pas dans les réglementations. C'était vraiment du gros bricolage. Et en plus, beaucoup d'amiante. Il y avait de la colle, il y avait des trucs. Enfin, tout ce qui était important, c'était l'effet final. Du plomb. Et puis on faisait du recyclage quand même aussi. Ouais. Quand on utilisait du bois, une vieille maquette, on récupérait le bois, on récupérait un bout de moteur électrique, on récupérait tout ça. Donc il n'en reste pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des maquettes qui parfois ne marchaient pas du tout? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animations, on voyait ça dans... Ouais, il y a des bêtisiers là-dessus. Ouais, des problèmes souvent qu'avait Jamy, des expériences qui devaient marcher normalement, mais quand on est sur un plateau en fin de journée, il y a beaucoup de projecteurs et la clim n'est pas assez bonne, il fait trop chaud, donc d'un seul coup le truc il marche plus et c'est impossible à faire. En général ça devait marcher, mais il y avait des conditions d'environnement qui faisaient que ça posait des problèmes parfois. Ouais. D'accord. Et il y aura des maquettes dans l'Esprit Sorcier ou... Il y aura un détournement des maquettes qui viendra davantage sous forme d'animation qu'on est en train de travailler pour avoir un look bien particulier à nous. Numériser des maquettes, c'est pas ce qui est le plus intéressant et ça coûte très très cher. Ouais, c'est vrai qu'en plus les maquettes c'est du budget, quoi. Mine de rien, il faut du matos, il faut des... Du temps. Et puis faut être ingénieux et tout, mais David il connaissait très bien le gars de chez Castorama à côté de chez lui et il allait le voir et il disait: t'as pas un balai brosse comme ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire les poils des pattes des abeilles, tu vois. Enfin, c'était que ça, donc très très ingénieux. Système D quand même. L'imagination, la création. Ouais. C'est génial. Ça. Et qu'est-ce qu'il devient maintenant, David Mahé? Il continue parce qu'il est décorateur en plus. Il est issu d'une famille de décorateurs de films, donc il a une patte, il est capable de transformer le studio ici avec quelques coups de bombe et tout, il peut te donner tous les effets et tout, donc c'est un gars qui travaille très 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 bien. D'accord, ok. Bon, il est 18h moins 1 minute. Fred, tu peux rester un peu si tu veux. J'ai le droit, c'est la nuit, je crois. Évidemment, je suis venu avec son sac de couchage, moi. Tu t'installes. Là, je voudrais juste qu'on accueille, mais tu peux rester parce que... Je laisse un petit peu ma place. Tu peux laisser ta place, tu peux rester aussi parce que le prochain qui va venir, c'est un de nos petits chouchous à nous. C'est Damien Maric qui va s'installer sur le plateau. Je sais pas qui... Damien Maric qui est... Il est un peu loin. Complètement. Et donc Damien Maric va s'installer tranquillement pour nous parler déjà de la suite de son podcast Radio Navo et il va installer ses invités, donc je propose que nous faisions la transition tranquillement.